Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Wir schaffen das. Ouais, hors antenne, on a comparé dans l'équipe nos niveaux d'allemand respectifs. Bon, bref, on passe à autre chose. Difficile en ce moment de passer à côté après 4 mandats et presque 16 ans au pouvoir suprême en Allemagne. Angela Merkel passe la main en tant que chancelière. Difficile aussi d'échapper aux éloges apparemment innombrables sur l'admiration qu'elle suscite. Alors évidemment en Allemagne, Mouti, et également à l'extérieur, en tout cas en Europe. Par son origine familiale, du fait de ses déclarations, certaines sont inimaginables à mon avis en France, de ses valeurs apparentes qui dictent ses décisions, et également de certains traits de comportement. Est-ce que Angela Merkel devrait séduire un chrétien qui verrait peut-être en elle un exemple de quelqu'un qui concilie pouvoir politique et valeurs chrétiennes? Je rappelle que le concept de notre émission sur cette saison 5, avec mes acolytes dont le niveau d'allemand est peut-être supérieur au mien, je ne sais pas. C'est pas très difficile en même temps. C'est pas très difficile, ça tacle fort déjà, David. Ouais, je m'abstiens de faire des remarques perfides. J'ai été élevé dans une autre région. D'accord, voilà, on comparait nos profs alsacienne. d'allemand et d'anglais. Bon bref, je rappelle que le concept, c'est saison 5, c'est autour d'un sujet d'actualité, donc ça ne nous a pas échappé, bien sûr, les élections en Allemagne, le départ d'Angela Merkel, et bien de nous pencher sur un angle sur lequel on va se positionner nous-mêmes, et oui, nous sommes audacieux, et on vous invite à vous positionner. Une fois en début d'émission, une fois en fin d'émission, le but du jeu étant de voir, tiens, est-ce que nos échanges ont conforté, ont fait infléchir notre position de départ. Donc, l'angle de l'émission, ça va être tout de suite, un chrétien devrait-il être fan d'Angela? Voilà. Dans quelques instants, nous allons nous positionner sur ce sujet, mais avant, quelques premières réactions sur le choix du thème et de l'angle. Qu'est-ce que ça vous fait, des guili-guili? Ça vous a plu? On dit plus guili-guili peut-être. Ok, peu importe. David? On dit plus guili-guili en allemand, On mais dit plus mais dans d'autres langues, ça marche encore. Ok, super. Oui, moi, je trouve que le sujet est intéressant de l'aborder comme ça, parce que c'est un peu l'angle de l'émission pour cette saison encore plus. Donc, oui, je trouve que c'est une bonne façon de relire un petit peu dans ces 16 ans de mandat des moments clés qui peuvent être effectivement des signatures d'une valeur chrétienne particulière. Il y a quelques exemples sur lesquels on va revenir. Absolument. Certainement. Donc je dirais oui, plutôt oui. On place le curseur là ou non, pas encore, mais c'est pas grave, David. Non, ça c'était le moment. D'accord, ça c'était le moment où on devait te féliciter pour le choix de ce thème. Alors, d'accord, donc je le fais. Si ça te félicite. Un plébiscite du genre à l'ancienne dictature, oui, pourquoi pas. J'adore les plébiscites. Voilà, très bien. Allez, repasse. T'as tout compris. En tout cas, je trouve pour moi que c'était... D'abord, on est en pleine actualité, donc ça c'est extrêmement positif. Ouais. Et je trouve que c'est particulièrement pertinent, personnellement. Pourquoi ? Parce que ça nous renvoie, à nous chrétiens, une situation, un exemple. Quand je dis un exemple, c'est un exemple dans le sens à suivre ou pas. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une situation à responsabilité de haut pouvoir ? Et est-ce qu'on peut être chrétien ou pas ? Et qu'est-ce que ça donne ? Et ça m'a renvoyé, sa vie me renvoie à certaines réflexions que j'ai pu faire à mon tout petit niveau, là où j'en suis. Donc oui, je trouve ça particulièrement pertinent. Ok, alors dans un instant, nous allons entendre Thierry. Mais aujourd'hui, Thierry, il se confesse. Donc ça va être son tour dans un instant. Et il aura un peu plus de temps que nous pour réagir par rapport au choix de ce thème. Et moi, c'est un thème, quand je suis tombé dessus, ça m'a carrément excité. Voilà, donc du coup, je me dis, c'est génial ce thème, trop cool. Et pourquoi j'ai autant d'enthousiasme? Peut-être que vous le découvrirez à travers l'émission. Mais pour l'instant, c'est la confession avec Thierry. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Alors, je dois le confesser, à la découverte du thème et de l'angle du jour, j'étais très enchanté, comme vous apparemment, à l'idée de faire cette émission. Non pas que pour les autres je ne sois pas très enchanté, mais car notre thème du jour m'intéresse tout particulièrement. Et pourtant, ce n'est pas sur le sport, mais un jour j'y arriverai à imposer ce thème. Le foot. Le sport. Un chrétien devrait-il être fan d'Angela? Angle politique, angle spirituel, angle politico-spirituel même. Ce qui a retenu mon attention, c'est que j'ai eu du mal à me souvenir de qui était chancelier avant elle, c'est dire.
Je suis le plus jeune autour de cette table, me direz-vous, donc c'est normal. Mais quand même, 16 ans au pouvoir, ce n'est pas anodin et ça vaut le coup de s'y intéresser. Et ce qui n'est pas anodin non plus, c'est son parcours, ses prises de position, ses combats, souvent motivés, elle le dit elle-même, par sa foi en Dieu. Dans une société française, chez nous pour le coup, où certains brandissent le panneau d'une laïcité très stricte à la simple évocation du mot Dieu dans l'espace public, avoir une femme, fille de pasteur, qui a parlé et parle encore de sa foi en public, certes avec parcimonie, à la tête d'une des plus grandes puissances mondiales, c'est clair qu'en tant que chrétien, on peut peut-être l'avoir en idéal. Et puis plusieurs réflexions ou questions me sont venues en tête. Et puis moi, du coup, en tant que chrétien, est-ce que c'est quelque chose que je dois espérer, croire ou souhaiter que le pouvoir, ou en tout cas une partie, soit détenue par une personne qui partage, voire même défend mes propres valeurs? Waouh. Et le mot fan aussi m'a interpellé. Être fan, petite dédicace à notre ami Pascal Obispo, être fan de quelqu'un, c'est un sacré programme. C'est un attachement passionné, un enthousiasme excessif pour quelqu'un ou pour quelque chose, pour reprendre le Larousse, c'est pas de moi. Est-ce qu'on doit vraiment en arriver là? Quelle que soit la personne ou la chose en question, est-ce que c'est vraiment possible d'aller jusque-là? Et enfin, Angela Merkel n'est pas la seule dirigeante politique à s'afficher, entre guillemets, en tant que croyante, en tant que chrétien, chrétienne même. Il y en a d'autres qui ont d'autres combats, d'autres idéaux, d'autres valeurs même, alors comment s'y retrouver? Bref, pas mal de questions, de réflexions, mais j'espère de bonnes discussions. Ok, Waouh. yes, merci Thierry. Et avant qu'on se positionne, et bien sûr, on vous invite, vous qui nous regardez, qui nous écoutez, à vous positionner également avec la question que je n'ai pas encore posée. Eh bien, le lancement, c'est maintenant, c'est les faits et contextes. Et c'est Anita qui va nous éclairer sur ce point. C'est parti. Merci, on y va. Alors, décrite très souvent comme une oratrice plutôt maladroite, parfois un peu moquée pour sa manie de ne pas finir ses phrases, elle s'est cependant révélée être une forte négociatrice et néanmoins, elle a été désignée à 14 reprises femme la plus puissante du monde par le magazine américain Forbes. Au départ, qui est-elle? Une jeune femme qui grandit en Allemagne de l'Est sous un régime aux libertés quand même un peu contrôlées et dont la vie va être un peu compliquée par l'engagement de ses parents chrétiens luthériens. Pour poursuivre ses études, elle va s'inscrire dans différents mouvements de jeunesse officiels et plutôt anti-religieux, mais elle fait le choix de ne collaborer ni avec le parti, ni avec l'opposition clandestine. Elle aimerait devenir professeure de russe, mais elle choisit une matière scientifique, domaine où elle saura qu'on ne viendra pas la chercher d'un point de vue idéologique, et elle ira jusqu'à obtenir un doctorat de chimie quantique. Ça peut nous expliquer aussi parfois certains de ses raisonnements et son temps d'observation. Vers les 35 ans, après la chute du mur de Berlin, elle va commencer à s'intéresser à la politique. Elle choisit le courant chrétien-démocrate. Elle va être secrétaire générale de l'Union chrétienne des démocrates, le CDU, puis président de ce même parti. À partir de 2005, elle va devenir la première femme chancelière d'Allemagne. Chancelière et première femme à occuper ce poste. Après 16 ans de gouvernance, elle va laisser à ses successeurs une Allemagne devenue l'économie la plus puissante de l'Europe, même si des économistes lui reprochent de ne pas avoir engagé une œuvre majeure de réforme de l'économie et de la société. Certaines décisions politiques ont d'ailleurs marqué son bilan, telles que la sortie de l'Allemagne du nucléaire ou la légalisation du mariage pour tous, loi qui a été votée alors qu'elle était chancelière et contre laquelle elle a voté personnellement. Son parcours de dirigeante aura été marqué par la gestion de crises majeures, crise de la dette, sortie du nucléaire, accueil des réfugiés. Cette dernière décision d'accueillir des milliers de réfugiés syriens a été un choix risqué à la fois pour son parti et peut-être pour son pays, disent certains commentateurs. Mais c'est la décision estimée la plus sincère, la plus réfléchie, la plus humaniste de toutes celles qu'elle a prises. Et Paul Maurice, qui est un chercheur qui a étudié son parcours, explique que c'est peut-être son humanisme chrétien, son éducation protestante dans l'accueil des autres qui explique cette décision. Et c'est là, en fait, l'autre aspect d'Angela Merkel. Elle n'hésite pas à dire, comme tu l'as évoqué, que durant toute sa période, notamment sous le communisme, la foi était pour elle une boussole intérieure, qui l'a aidée à affronter des situations difficiles. Elle est restée croyante, mais sans le montrer trop publiquement. Intéressant, elle lit régulièrement la Bible et prie presque chaque jour.
elle n'hésite pas à déclarer qu'avoir confiance en Dieu rend considérablement plus facile certaines décisions. Interrogée sur les risques d'une islamisation en Europe, elle répond « S'il y a quelque chose qui me dérange, ce n'est certainement pas que quelqu'un professe sa foi musulmane, nous devons avoir le courage de dire que nous sommes chrétiens. Ayons le courage d'entrer en dialogue, mais aussi, s'il vous plaît, et j'aime bien cette fin de phrase, d'aller à l'office, de connaître un peu la Bible et peut-être d'être capable d'expliquer au moins une image dans une église. » Jugée souvent exemplaire dans son pays, pour sa gestion de la crise migratoire durant laquelle elle a sollicité l'aide des églises, son attitude pourrait-elle nous inspirer, nous autres chrétiens français? Yes, merci Anita Ouya, plutôt. Allez, c'est parti pour quelques compléments éventuels en termes de faits et contexte avant que nous nous positionnions. Moi, j'ai noté, du coup, sur les 16 ans à peu près de mandat, elle en a passé 12 en coalition avec le SPD. Donc, le parti des sociodémocrates, bon, là, ils sont en cours de négociation. Vous le savez, c'est un système qui est différent de celui de la France. Et donc, les différents partis négocient pour élire le futur chancelier. Voilà, donc 12 ans de cohabitation sur les 16, ça fait pas mal quand même. D'autres faits et contextes ? Oui, sur cette nécessité de composer et de négocier qui est très forte en Allemagne, puisqu'il y a non seulement au pouvoir législatif plusieurs tendances avec lesquelles il faut composer dans ce système à la proportionnelle, mais aussi les responsables des Länder, les organisations patronales, les organisations syndicales. Contrairement à la France. Voilà, donc chacun a son mini-gouvernement avec pas mal d'autonomie, donc il y a forcément de toute façon un exercice absolument nécessaire, une capacité nécessaire de négocier et de composer avec des avis différents, ce qui doit bien forger le caractère, je pense. Et d'ailleurs, donc juste peut-être un petit point d'information. Actuellement, donc, elle va quitter le pouvoir. Enfin, elle va quitter, on ne sait pas tout à fait quand, puisqu'elle va être encore chancelière, le temps que les négociations se fassent, alors que, en fait, donc on a le SPD, qui est donc le parti un peu plus à gauche, centre-gauche, qui est en tête de liste, et qui se rapproche plutôt, qui va essayer plutôt de composer avec les Verts et avec le FPD, donc un parti libéral, et que c'est ce trio-là qui risque peut-être d'avoir plus la majorité et de faire élire un chancelier, alors que le chancelier de son parti, enfin le responsable de son parti, qui s'appelle Armin Laschet, lui aimerait bien être chancelier, mais il y a peu de chances qu'il soit, puisqu'il est troisième, puisqu'il est derrière même le CSU, qui est le parti conservateur. Il est en train d'insister un peu lourdement apparemment, parce qu'aux dernières informations, la CSU, donc, qui est l'allié de la CDU plutôt dans le sud de l'Allemagne, s'est désolidarisé, a dit c'est le SPD, le candidat du SPD, donc Olaf. C'est ça, Olaf Scholz. Merci beaucoup, qui a toute légitimité pour négocier en premier avec les autres partis. Merci pour ces compléments. Moi, je me suis noté également qu'elle a parlé, en complément à ce que tu as cité, Anita, de parler de nos propres racines. Oui. Donc, nos propres racines, je suppose, de nation et judéo-chrétienne, ce qui, chez nous, effectivement, est un peu chaud. Et aussi, quand elle... alors, plus tardivement, quand elle s'est déclarée féministe, elle a expliqué ce que ça voulait dire... féministe, Thierry? Ouais, c'est pas une question. Oui, non, pas du tout. Non, qu'elle disait que si c'est une question d'égalité entre les femmes et les hommes, et que les femmes ont accès aux mêmes choses et qu'elles aient les mêmes salaires, elle veut bien être féministe. Voilà, mais moi, un truc qui m'a marqué, et là c'est vraiment sur le plan politique, c'est que on pourrait se dire, tiens, elle a fait 16 ans au pouvoir, c'est bon pour la CDU, etc. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de ces décisions, et même bien avant ces 16 années écoulées, où elle a été un peu en rupture avec son parti. Et je pense que c'est aussi important comme contexte, parce qu'on pourrait se dire, tiens, elle a toujours été portée à une ligne conduite du parti chrétien-démocrate, ça s'est toujours bien passé. Non. Donc je trouve que ça rajoute aussi, au-delà du système politique allemand qui est bien différent du nôtre, ça rajoute aussi... pas de la complexité, mais ça rajoute quelque chose au personnage, je trouve. Ouais, c'est vraiment un personnage. À noter également, du coup, une décision en 2020. Finalement, elle a dit OK pour une dette commune dans le cadre du plan de relance européen. Alors, pourquoi je dis finalement, on le verra dans nos débats, puisqu'effectivement, l'orthodoxie à l'allemande
s'accommode assez mal de dérapage budgétaire. C'est un euphémisme. Fait et contexte, elle a une thèse en chimie quantique, hein, voilà, Oui. on l'a cité. Et puis... dire aussi que peut-être David. on lui reproche aussi un peu de ne pas avoir fait donc des grandes réformes, en particulier économiques et sociales, et de s'être beaucoup reposé sur le travail de son précédent chancelier, petit jeune, je vais te dire son nom, Gerhard Schröder, qui semble être identifié comme celui vraiment qui a transformé l'Allemagne sur le plan économique et social, et qui est un peu le fondateur de toutes les réformes précédentes. Et donc on lui reproche en 16 ans de ne pas avoir fait grand-chose et de s'être un peu reposé sur ces lauriers-là. Et par rapport à ça, moi, je trouve cette remarque, elle me laisse un peu perplexe. Parce qu'effectivement, c'est ce qui est dit, qu'elle n'a pas fait d'œuvre majeure et que ses prédécesseurs ont eu des grands élans de transformation de la société. Pourquoi ça me laisse perplexe? Parce que je me dis, est-ce que être au pouvoir veut dire que automatiquement on doit tout chambouler? Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein, parce que c'est nécessaire. Voilà, mais je me dis, avoir quelqu'un qui a géré d'une certaine façon, on dit, elle aurait dû peut-être transformer. Alors, pour moi, c'est de faire du coup la transition avec une partie un peu plus débat, parce qu'on pourrait se poser la question, un peu chrétienne égale un peu conservatrice, entre guillemets, y compris en termes de stabilité. Et pour moi, c'est un des arguments d'un éventuel détracteur en disant, elle est chrétienne, les chrétiens, ils font pas tellement bouger les lignes, quoi. J'imagine que peut-être certains d'entre nous se disent, oh, ça va bien, la Angela Mania, là. Voilà ce que nous, on pense. Du coup, dans un instant, c'est parti pour... j'avais une dernière info, oui, elle est mariée. Mais oui. Mais c'est son deuxième mariage. Elle est mariée avec le grand amour de sa vie, quelqu'un qui s'appelle Joachim Sauer, je crois, depuis 1998. C'est parti pour le lancement de notre premier vote. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Ok, c'est bien que vous ayez d'autres lignées de la tête pendant le générique, puisque moi, là, je sais pas, je l'ai pas entendu. Voilà. Il y a eu le générique, c'est cool. Écouté à travers tout le monde le est regard. ok sur le générique, c'est génial. Allez, c'est parti. Je rappelle la règle du jeu. Premier positionnement de l'équipe sur la question posée aujourd'hui. Un chrétien devrait-il être fan d'Angela? C'est parti. Qui veut démarrer? Thierry, peut-être. Allez, je me lance. Parce que sur le mot fan, ça t'a... Exactement. C'est sur ce mot fan en plus que je vais mettre un petit bémol. Allez. Devrait-il être fan d'Angela Merkel? Ma première réponse, ça serait non, mais c'est un non qui est nuancé, dans le sens où j'ai du mal aussi à définir, qu'est-ce qu'un chrétien et quelles valeurs défendre, etc. Voilà. Ne pose pas plus de questions qu'on est capable d'en régler, Thierry. Mais tu m'as dit que tu allais me poser des questions. Bref. Non, je pense qu'on a le droit d'apprécier le personnage, et je trouve qu'il y a des choses pour lesquelles on peut l'apprécier. Oui. Ça, c'est sûr. Maintenant, fan inconditionnel, j'ai peur aussi de tomber trop dans un éloge et de pas forcément voir des côtés négatifs qu'on a pu voir ou entendre. Ok. Donc oui, pour vouloir, après comme j'ai dit dans ma confession, est-ce que c'est dans nos volontés ou dans notre désir d'avoir une personne qui défend ses valeurs? Je sais pas trop. Voilà, c'était Thierry, on commence à le d'émission. connaître et on l'aime. Voilà, c'est ça qui est le plus important à rappeler. Anita? Alors, j'ai envie de dire, je dirais pas fan parce qu'il y a une forme d'idolâtrie dans le fait d'être fan. Et oh là là, ce n'est pas le cas. Mais c'est des mots, utilisons les mots justes. Ok, très bien, pardon. Par contre, je vais dire deux choses différentes. C'est qu'à la fois, pour moi, je me dis, elle vaut la peine qu'on la considère et de dire qu'est-ce qu'on a comme enseignement à en tirer pour prendre une position sur la place publique. Je pense qu'elle est extrêmement importante en ce sens. Et si je me permets de faire alors une petite jonction avec les US, où nous avons parlé d'un certain Donald Trump à plusieurs reprises, qui s'affiche comme chrétien évangélique, alors pour moi, il n'y a pas photo entre les deux, et s'il fallait être fan de quelqu'un, ça serait bien d'Angela Merkel. Oh, yes, David. Et ensuite, moi, je dirais plutôt oui. Okay. Je pense que déjà parce qu'on peut lire effectivement contrairement à Donald Trump une vraie sincérité dans ses valeurs et sa foi chrétienne, et aussi parce que effectivement je pense qu'il y a une forme d'engagement et de sobriété en même temps qui est, je trouve, assez bien dans les questions que peuvent se poser un chrétien soucieux des libertés et en même temps soucieux de témoigner. Ok, très bien. Et alors moi, pour me positionner, alors du coup, je vais vous avouer, donc j'ai... non, je vais pas vous le montrer, mais j'ai un tatouage écrit Angela
D'accord. Wirtschaffen. Voilà, Wirtschaffen das. Allez, derrière ma Qui est boutade. un super slogan, moi, je trouve. Ouais, c'est génial. Elle a été repris bien sûr en boucle par tous les médias. Bon, moi je suis assez fan d'Angela. De manière générale, tout en resituant dans la culture allemande. Il faut vraiment resituer dans la culture allemande. Je suis un grand fan en général de la culture allemande. Mes fils me le reprochent à chaque fois lorsqu'il y a des matchs de foot. Bon, bref, peu importe. Donc oui, moi j'aime beaucoup ce style qui aurait tendance à être sous-estimé. Et en fait, c'est celle qui gagne toujours à la fin, comme l'équipe de foot allemande. Mais ça, c'était avant. N'est-ce pas ? Exactement. Voilà, parce que ces derniers temps, c'est un peu moins vrai. Donc oui, moi, je suis plutôt fan. J'ai bien noté vos réserves sur le côté inconditionnel. Et effectivement, il peut y avoir des angles morts où derrière ces torrents d'éloges, certainement mérités, il y a certains points qu'on peut débattre. Et c'est ce qu'on va faire, avec pour objectif de voir si vous aussi, qui nous regardez, qui nous écoutez, eh bien, vous arrivez à vous positionner sur moi et Angela, avec mes convictions chrétiennes, effectivement, dans quelle mesure... ça me parle bien. C'est parti pour quelques échanges pour voir si on conforte notre première position ou si au contraire on la fait évoluer. Voilà. Alors on a déjà commencé à rentrer un peu dans le sujet en disant, Anita, c'est là où tu parlais de... on pourrait peut-être lui reprocher que je suis peut-être pas si fan parce que chrétien, conservateur, stabilité. En fait, non, c'est pas en termes de reproche. C'est le reproche qui lui est fait. Oui. Moi, j'ai envie de dire, je ne sais pas s'il fallait qu'elle fasse une réforme majeure ou pas. Ouais. Je n'en sais rien. Moi, où j'en suis, je n'en sais rien. Forcément, Et ce que j'interroge, c'est que parfois, on a l'impression que pour être homme ou femme politique, il faut faire de la réforme. Et c'est sa trace, sa marque. Voilà. Ouais, intéressant, ouais. Voilà. Et je me dis, mais Super. après tout, si elle a réussi, et en même temps, elle a eu affaire à de nombreuses crises dans son pays, donc, qui fait qu'elle a été très pragmatique, et ça, on le lui reconnaît comme qualité, comme caractéristique, et qu'elle a pris des décisions au fur et à mesure de ce qu'il fallait faire quand ça se présentait. En même temps, il y a quand même eu des décisions prises qui ont un impact à long terme sur le pays. C'est la sortie du nucléaire, qui est d'ailleurs contestée par certains, en disant, puisqu'on recourt au charbon, de CO2, le temps d'arriver à d'autres court terme, choses, une énergie propre, voilà, ça va quand même un peu polluer le pays. Donc, c'est à long terme. Elle a, malgré tout, je dirais, laissé la porte ouverte au mariage pour tous. Alors, on dirait, attention, c'est pas chrétien. Non, effectivement, je ne suis pas pour le mariage pour tous, mais je pense qu'elle a compris qu'il y avait un mouvement de société et à un moment donné, on fait avec. Et ce que je trouve intéressant chez elle, du coup, par rapport à ce sujet que tu viens de citer, Anita, c'est que je pense qu'elle ne confond pas sa foi personnelle avec la société dans laquelle elle vit. Et en ce sens, ça peut être un modèle pour nous en tant que chrétiens, puisque nous sommes dans une société où c'est plus la théocratie, ni de près ni de loin. Et donc, elle a beau avoir sa foi chrétienne, elle sait qu'elle vit dans un monde qui, globalement, ne suit pas sa foi. Et donc, du coup, j'ai trouvé ce positionnement assez équilibré et emblématique, effectivement. Ouais. David ? Oui, par rapport à ça, c'est vrai que je pense que c'est un modèle pour les chrétiens dans le sens où, justement, exactement comme tu le dis, elle n'est pas là pour essayer de ralentir les choses. Ouais. Voilà. Et ça me fait penser à d'autres à d'autres discussions qu'on a eues, voilà, et tout ça, et où moi j'étais pas du tout d'accord avec ce qui avait été dit. J'ai un dossier là-dessus. Oui. Bon, pour le ressortir avec plaisir, j'aime bien discuter de ça. Mais voilà. Et donc, elle, dans sa vision des choses. Elle a une confiance, et on peut faire une exégèse, je pense, de plusieurs heures sur ce Wirtschaffen das, parce qu'il est très riche. Ces trois mots-là portent beaucoup de choses. Il y a déjà le fait que ça soit du présent qui veut dire du futur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une forme d'espérance en disant on y arrivera, on y arrive. On a les moyens d'y arriver. Et dans toutes les choses, en fait, elle a une forme de confiance en disant « Ok, maintenant, si on lâche ça, de toute façon, on y arrivera quand même. » Et par rapport à des faits de société qui étaient mûrs, où elle sentait que, de toute façon, ça allait se faire, alors, elle l'accompagne tout de suite. Parce qu'elle sait que ça ne sert à rien de s'opposer à ça. Et pour le nucléaire et pour le mariage pour tous, elle savait que ça se ferait. L'opinion était déjà mûre, il y avait une demande. Et elle l'a fait aussi avec certainement quand même un petit calcul politique. C'est qu'elle dit, au moins, c'est moi qui donne l'impulsion plutôt que l'opposition qui me pousse à le faire. Donc elle a une façon de faire du judo politique en se servir de la force de l'autre pour le reprendre, qui est quand même, qui est, je pense que la capacité politique, mais quand même c'est aussi une façon d'une capacité de lâcher prise et de ne plus faire une question personnelle ou une question d'honneur personnel, d'épouser quand même à un moment donné la décision la volonté de la majorité.
Ce qui nous amènerait au deuxième point très important de cette exégèse, c'est le mot wir qui veut dire nous. Absolument. Elle a une notion du nous qui n'est pas simplement le nous gouvernement. Pour elle, on n'y arrive que si toute la société prend la décision ensemble. Ok. Moi, mon premier positionnement, c'était non, et c'était vraiment sur le mot fan. Ça ne veut pas dire que je l'aime pas, hein. Mais moi, je l'aime vraiment pour ce côté de dire, on a souvent parlé politique et religion, on en a parlé dans la première émission, même si on est d'accord, c'est un tout autre sujet. Moi, c'est ça que j'admire pour le coup chez elle, dans le sens où je trouve qu'elle a vraiment ce bon équilibre entre, certes, elle a une position qui pourrait lui faire dire que elle a entre guillemets tous les pouvoirs, même si en Allemagne c'est pas tellement le cas. Parce que c'est fédéral. Hein, voilà, et donc d'imposer des choses, ou aussi même par rapport quand elle parle de sa foi. Alors on n'a pas suivi la presse allemande tous les jours pendant 16 ans non plus, enfin en tout cas pas moi. Mais quand elle parle de sa foi, elle le fait vraiment avec parcimonie. Et puis effectivement, elle a son avis sur le mariage pour tous et sur d'autres choses, mais je pense qu'elle a une juste vision, qui n'est pas parfaite, mais que je trouve qui est juste, de sa place en tant que chef ou une des chefs de l'Allemagne, pour aussi, pas forcément bien se faire accepter, et aller dans le sens du peuple, mais tout en disant ses convictions. Et je trouve que c'est un beau mélange et un bon équilibre qu'elle a réussi à trouver. Et avec un résultat où du coup elle est plus qu'acceptée puisque c'est Mouti. Alors du coup je sais plus si on dit Der, dit ou Das. Bien, peut-être que ceux qui nous écoutent pourront faire des commentaires et nous éclairer. Alors, oui, non mais là c'est Mouti, oui, mais c'est diminutif. Mais la honte du siècle, sérieux, en plus c'est filmé. Non, mes profs d'allemand, s'il vous plaît. Tu te lances directement dedans. Oui, non mais c'est vrai, je me lance dedans. Mouti, donc du coup effectivement c'est un personnage particulièrement apprécié, globalement en tout cas apprécié en Allemagne. Je me suis noté quelque chose qui peut être intéressant aussi. Alors c'est peut-être le côté protestant, mais une certaine sobriété en tout, une espèce de rigueur. Alors ceux qui ont étudié le protestantisme, c'est vrai que ça a donné un capitalisme très marqué par l'orthodoxie, la rigueur, la modestie. Je sais pas, j'ai l'impression que chez elle, ce qui peut plaire éventuellement chez un chrétien, c'est il n'y a pas le culte de l'apparence, non ? Clairement, et même par rapport à sa vie privée, je veux dire, son mari s'est aussi tenu volontairement à l'écart de la vie publique. Voilà. Elle habite toujours dans un appartement, je dirais, qui est toujours le même, quelle qu'a été sa fonction. À Berlin. Voilà, donc je pense qu'il y a effectivement, là je vois aussi cette valeur chrétienne. Alors c'est peut-être aussi son interprétation, parce que peut-être qu'une autre personne aurait fait d'autres choix. La culture allemande peut-être voilà, aussi. On n'est pas non plus... mais je pense que c'est sa traduction à elle, en fait, de ce que doit être un chrétien qui est sobre, sérieux et fidèle et persévérant. Je pense que c'est ça, en fait. En tout cas, elle ne tombe pas du tout, apparemment, dans le culte de l'ego. Alors, il faut quand même qu'elle en ait un, sinon elle ne ferait pas ce qu'elle fait avec les résultats qu'elle a fait. C'est un animal politique à sang froid, on le disait. Mais voilà. Moi, je trouve vraiment son travail intéressant, parce que ça nous montre comment un chrétien peut se situer dans le monde du pouvoir, et où, lorsqu'elle a développé la concertation, alors certes, il y a le système fédéral allemand. Donc, jeu collectif, ils n'ont pas trop le choix. Voilà, ils n'ont pas trop le choix. Mais on a bien vu que même au niveau européen, elle a quand même passé parfois des heures, comme souvent les hommes et les femmes, à ce niveau de décision, et elle faisait preuve d'une extrême persévérance, essayant de trouver comment concilier la vie de tous, même si c'était pour un certain moment, pour arriver à faire décider ce qu'elle lui semblait juste à elle. Voilà, elle est qualifiée de patronne de l'Europe. Voilà, mais en même temps, je dirais, si les gens l'ont suivi à certains moments, c'est qu'elle a dû aussi avoir les arguments nécessaires. Voilà. Après, donc, voilà. Je pense que David, c'est peut-être une autre valeur chrétienne, en tout cas, dont je peux retrouver une référence, c'est l'idée qu'on ne promet pas quelque chose qu'on n'est pas capable de tenir. Et que, donc, c'est peut-être ce qui lui faisait qu'elle ne s'est pas engagée dans beaucoup de choses, c'est qu'elle ne savait pas exactement ce à quoi elle pouvait se promettre, ce qu'elle pouvait promettre. Et ça me fait penser à cette référence biblique qui disait que ton oui soit oui et que ton non soit non, et tout le reste vient du malin. C'est-à-dire, en fait, sois ferme dans tes engagements, et ne fais pas des promesses que tu ne peux pas tenir. Et je pense que ça, elle l'a dit une ou deux fois, elle ne voulait pas promettre des choses, faire des grandes déclarations et des grandes promesses à la française. Oh, il l'a dit, à la française, c'est pas moi. Non, c'est aussi quelque chose qui marque. Je pense que c'est pas le fait qu'elle dise qu'elle soit chrétienne, qu'elle parle de sa foi,
c'est aussi qu'on peut le voir dans ses actes. Mm. Et ça rejoint ça aussi, une sorte de, on pourrait dire, voilà, droite ligne. Alignée, j'ai l'impression qu'elle est assez Voilà. alignée comme ça. Et aussi quelque chose qui, alors là on est plus dans un contexte allemand, Thierry. où les églises et l'État travaillent ensemble aussi. Donc c'est clair que sans lui enlever de sa superbe, il y a un contexte qui fait que c'est peut-être plus propice en Allemagne, là où je disais aussi un peu dans ma confession, où parfois on dit juste le mot Dieu ou un responsable politique peut avoir ce mot à la bouche et ça peut péter très vite. Et ça, je pense que ça, entre guillemets, ça tord le cou un peu gentiment à ceux qui disent « Ah, bah, si seulement on avait Merkel en France. » Et si seulement elle était là, même en dehors de ceux qui sont chrétiens, ben oui, ça serait peut-être bien, mais c'est un tout autre contexte aussi. Ouais, elle passerait certainement jamais. Hein. Ça me renvoie, et je vais m'en expliquer, à un personnage de la Bible qui est le prophète on est tous- Daniel. Parce que si je dis Anita. qu'elle me renvoie au prophète Daniel, on va me dire, mais non, c'est un prophète, elle n'a pas ce niveau-là. Alors je ne parle pas de l'aspect prophétique de Daniel, mais Daniel, qui est donc un personnage de la Bible, a été à différents postes de gouvernance du pays. Voilà, à certains moments, il a été mis en retrait, à d'autres moments, il était effectivement l'équivalent du Premier ministre derrière l'empereur. Et en fait, L'empereur de quoi? c'était des Assyriens C'est les et Mèdes. Assyriens, je Voilà, crois, c'est ça. voilà. Le royaume Tu des fais Mèdes bien et de des me le Perses. rappeler parce que j'avais oublié. Voilà, Mèdes, Voilà. Perses et J'ai rien Assyriens. dit, Voilà, je c'est me ça. souvenais plus. Merci. Non, mais David. il y a effectivement, tout d'un coup, j'ai eu un trou J'ai de dit mémoire. babylonien. Voilà. J'aurais dit babylonien, mais... Bah oui, il y avait Babylone, Oui, mais il oui. n'y avait pas que Babylone dans Oui. cet immense royaume qui D'accord. faisait En l'équivalent, tout cas, je il crois, n'était pas de sur plusieurs sa pays. terre, ça, Voilà. c'est clair. Hein. Voilà, Voilà. et qui était effectivement le royaume puissant du moment, Oui. avec effectivement des sous-royaumes, enfin voilà. Mhm. Donc, et, C'était les boss, comme on dit aujourd'hui. oui, c'est ça, c'était les boss du moment, de la région, tout à fait, c'est juste. Pourquoi je pense à lui? Ouais. Parce qu'en fait, on voit Anita. dans le livre de Daniel cet homme qui, bien sûr, a reçu un certain nombre de messages prophétiques qui vont s'inscrire dans la Bible et qui nous parlent même de l'arrivée de Jésus et de la fin des temps. Donc, il y a cet aspect prophétique. Mais on voit aussi un homme qui a été appelé tout en étant croyant, fervent, serviteur du grand Dieu, comme il l'appelait, et qui, malgré tout, a eu des postes dans une société qui n'était pas du tout chrétienne et qui, qui était entourée parfois de classes de mages, de devins, qui étaient considérés comme pouvant faire la loi aussi dans le pays. Et il les faisait partie de ces gens-là, de cette classe-là. Et pourtant, il était, entre guillemets, approuvé par Dieu dans sa démarche. Ce qui ne veut pas dire que toutes les décisions qu'il a prises aient été bonnes. Et c'est là où j'ai envie d'en venir par rapport à Angela Merkel. J'ai envie de dire, peut-être qu'il y a des décisions qu'elle a prises qui sont peut-être bonnes, peut-être pas bonnes, je n'en sais rien. Je veux dire, voilà, on verra avec le temps. Mais ce qu'on pourra dire d'elle, c'est qu'elle est restée honnête, elle est restée droite et elle a essayé de faire en fonction de ce qui lui semblait bien au fur et à mesure, avec un élément de constance et en fonction de ce qui lui semblait juste à ce moment-là. Et je me dis, est-ce que c'est pas ça la ligne de conduite pour le chrétien quand il est en situation de responsabilité? Et peut-être qu'il nous faut faire la différence entre les bonnes ou les mauvaises décisions, en disant oui, un chrétien peut prendre des bonnes décisions comme il peut prendre des mauvaises décisions, même s'il a des valeurs qui tiennent la route. Ok. Oui, parce que la mauvaise décision, c'est que c'est celle qui n'est pas la meilleure. Alors bien sûr, on peut toujours rêver de la meilleure, mais dans une autre réalité. Et le déni de réalité, ça, c'est ce qui peut menacer beaucoup de gens. Non, le déni de réalité, c'est pas la dystopie. Le déni de réalité, c'est qu'on n'accepte pas la réalité telle qu'on est, et donc on fait comme si elle n'existait pas, alors qu'en fait elle est là de toute façon et elle nous rattrape. Et donc effectivement, la mauvaise décision, c'est dans un monde idéal, nous ferions ça, mais le monde n'est pas idéal, il est ce qu'il est, et il faut prendre une décision qui est peut-être la moins mauvaise, enfin je ne sais pas, en tout cas c'est celle qui est dictée par notre conviction à ce moment-là. Et c'est pour ça que quand elle dit « nous y arriverons », ça veut dire erreur après erreur, correction après correction, réflexion après réflexion, concertation. C'est un long chemin qui est un peu sinueux jusqu'à arriver à cette notion de progrès qui fait qu'on arrive un peu plus tard, 50 ans après ou 16 ans après, à être dans une meilleure situation qu'au départ. Voilà. Et la question du nucléaire, c'est un petit peu la même chose. On sait très bien que quand on arrête le nucléaire alors qu'on n'a pas vraiment d'énergie aussi puissante et tout ça,
on crée un problème temporaire et tout ça. Mais nous y arriverons. Nous arriverons dans 50 ans à nous être libérés des énergies fossiles et aussi du danger nucléaire, parce qu'il y a un danger nucléaire qui est là aussi. Donc voilà. Donc il y a cette notion qu'on prend une décision, on sait que ça va nous coûter, mais on y arrivera. À propos d'erreurs, notez aussi peut-être une valeur, pas peut-être, à mon avis, sûrement cardinale chez les chrétiens, c'est une capacité à demander pardon. Mais je veux dire, de manière apparemment vachement sincère, quoi. Hein. C'était le 24 mars 2021, très direct. Hein. Elle s'est excusée, elle a demandé pardon au peuple allemand, je crois, pour sa gestion de la crise sanitaire, le fait qu'elle voulait prolonger le confinement pendant la période de Pâques. Et c'était pas tant que ce soit nécessaire ou pas de le faire, c'est que c'était le niveau de préparation auquel elle était arrivée n'était pas bon. Donc ça aurait compliqué les choses, ça aurait été impossible à gérer. Et donc elle s'est rendue compte, en fait, justement ça, c'est qu'elle a proposé une décision qui n'était pas réalisable dans des bonnes conditions. Et donc, elle aurait dû ne rien faire plutôt que de faire mal quelque chose. En fait. Alors, je trouve, en tout cas, la capacité à demander pardon, pour moi, dès lors que c'est sincère, et franchement, ça avait vraiment toutes les apparences de la sincérité et de très direct, c'est vraiment le signe d'un ego bien placé. Elle a forcément un ego pour être au poste où elle en est, d'accord ? Mais c'est un ego qui est bien placé, c'est-à-dire qu'il est suffisamment fort pour être capable de se remettre en question sans faire preuve d'une mauvaise humilité. Donc ça, je pense que c'est vraiment un argument pour nous aider à nous positionner sur la question du jour. Un chrétien devrait-il être fan d'Angela? Voilà, ne vous faites pas tatouer son prénom comme moi, s'il vous plaît. Voilà, un tatouage, ça ne part plus, sauf si c'est des décalcomanies, mais ça, c'est l'ancien temps. Mais ça veut dire que le chrétien qui nous écoute, qui est certainement français et qui devrait être fan d'Angela Merkel, devrait aussi arriver à ne pas hurler avec les loups quand un gouvernement français ou un gouvernement français fait une erreur. Parce que aussi, nous sommes aussi responsables de ce principe d'infaillibilité que l'on attribue au président et au gouvernement français. Ouais, merci pour un peu de ce recentrage, effectivement. Je trouve intéressant ce qu'elle a dit sur l'islam. Enfin, pas sur l'islam, sur la présence des musulmans. Sur le risque de l'islamisme. Et ça nous renvoie un peu au débat interne qu'on a en France et sur lequel on est parfois intervenu. C'est-à-dire qu'en fait, elle fait un renvoi en disant ce n'est pas qu'un problème de décision politique. Si vous ne voulez pas quelque part, ou si vous pensez qu'une religion prend plus de place qu'une autre, c'est déjà à vous aussi, chrétiens, d'avancer sur cette question-là. Et de dire, déjà, lisez la Bible, témoignez, en fait, c'est ce qu'elle dit. Soyez des chrétiens qui communiquez votre foi. Et c'est peut-être aussi, s'il y a un certain retrait peut-être d'une certaine forme de religion, et là, je parle de religion, c'est peut-être tout simplement parce que des personnes pratiquantes n'expriment pas suffisamment leur foi. Et elle ne parlait pas de conquête, elle parlait de communication et de démarche personnelle. Ça fait penser dans la Bible, soyez des lumières, pas soyez des bulldozers. Voilà, soyez le sel aussi de la terre. Hein, donc... on n'est pas sur des analogies conquérantes, en l'occurrence, là. Oui, c'est simplement en ordre de témoignage. Et ne soyez pas des lumières sous le boisseau. Ça veut dire que ça ne sert à rien d'être des lumières qui illuminent uniquement une église. Si vous remplacez boisseau par abat-jour, ça le fait. Oui, c'est ça, voilà. Je reprends l'audience, voilà. Le tas de bois sur lequel on se cache. On a déjà exégèse tout à l'heure. Et ça, moi, je le dis parce que je le prends comme une interpellation personnelle, parce qu'on est toujours dans ce hiatus qui est, voilà, est-ce que l'on bassine les autres avec nos croyances, nos questionnements et nos réponses, ou est-ce qu'on reste dans son coin en se disant la religion est une affaire strictement privée? Ce que je ne pense pas. Je pense que la laïcité ne s'oppose pas au fait que la religion soit une chose publique. Mais ça veut dire effectivement ça veut dire aussi simplement avoir l'envie du dialogue avec les autres. Pas forcément dans un esprit de prêchi-prêcha et de conversion, mais simplement avoir le souci du dialogue avec les autres. Ne pas garder une chose aussi importante en nous cachée. On est proche de la fin, Thierry? Parce qu'elle sait parce qu'elle sait en plus que ce qu'elle va dire ou les positions qu'elle va prendre ne vont pas forcément faire l'unanimité. Et je trouve que c'est ça aussi, parce qu'on pourrait se dire, tiens, c'est un parti, je l'ai dit avant, ou un pays où ils travaillent, où l'État ou les églises travaillent main dans la main, enfin voilà. Tiens, on pourrait se dire, au pire, oui, elle prend ces positions-là, elle parle de ça, elle parle de la Bible dans des discours. Là, je crois que c'était au Kirchentag, donc c'est aussi quelque chose
plus protestant aussi. C'est un événement annuel, je crois, Voilà. auquel elle participe systématiquement. Ouais. Et qui mais- invite des représentants d'autres religions. Ouais. Ok. Et elle sait que ce qu'elle va dire ne Thierry. va pas forcément faire l'unanimité. Et ce Wir schaffen das, sans me tromper, la première fois qu'elle l'a dit, c'était au niveau de l'accueil des migrants. Et c'était pas non plus la décision la plus populaire, parce qu'il y a toute une frange de l'Allemagne aussi qui, encore aujourd'hui, lui reproche ça et sont pas d'accord avec ça. Et donc, je trouve que c'est aussi l'idée de dire... donc, elle arrive à bien mêler sa foi, la politique, ses responsabilités, mais elle arrive aussi à dire des choses qui vont, encore une fois, pas forcément faire l'unanimité, mais quand même y aller, et comme tu le disais très bien, dire on va y arriver ensemble. C'est pas genre, on a cette image de Mouti, oui, elle est acceptée pas par tous, mais par beaucoup, Oui. mais aussi une image de Mouti ou de parents aussi assez autoritaire, pour ne pas Absolument. dire strict, Mhm. et elle sait se faire respecter. Et elle sait aussi amener quelque chose. Maintenant, quel héritage elle va laisser, ça c'est une autre question. Ça, Mais en c'est- tout cas, elle sait amener les gens avec elle, même ceux qui n'ont pas les mêmes convictions, qu'elles soient religieuses ou politiques. Et, Ouais, je la trouve pas naïve, moi, en tout cas. Hein. Ouais. Et elle est capable de prendre des décisions difficiles et impopulaires. Ouais. Après, sur l'accueil des réfugiés syriens, bon, déjà, il y avait vraiment un afflux de réfugiés parce que la Syrie était quand même plongée là, à ce moment-là dans vraiment une guerre civile très forte. Et je pense qu'elle a eu quand même une sorte de conviction très rapide, en fait, qui a court-circuité plein d'autres réflexions et tout ça, en disant on est 80 millions d'habitants du pays de la 4e puissance européenne, 4 puissance mondiale du monde, on peut accueillir 1 million de personnes, 1 million de réfugiés qui fuient une guerre immédiate. Je pense que là, ça a dû aller très vite en se disant on ne peut pas ne pas les accueillir. 80 millions de personnes ne peuvent pas ne pas accueillir 1 million de réfugiés pour un moment. Elle n'imaginait pas que ce soit 1 million d'émigrés, 1 million de réfugiés. Après, il y avait toute la question de savoir comment ils repartaient, tout ça. Mais elle ne s'est même pas posé la question. Elle dit c'est comme ça. On ne peut pas ne pas faire ça. Tout en ayant certainement un petit calcul politique, parce qu'on sait aussi que l'Allemagne a un problème de natalité, de renouvellement de son truc, et La réelle politique. elle est prête à imaginer que 500 000 clair. personnes ou 800 000 personnes restent sur place pour apporter un renouvellement de la population. On va se repositionner une deuxième et une dernière fois pour cette émission. C'est l'occasion pour vous qui nous regardez, qui nous écoutez, également de vous positionner par rapport à la question posée. Moi, en particulier, moi, ce que j'apprécie, c'est que ça réinterroge notre notion du charisme. Ah oui, c'est vrai. Ça réinterroge, Oui, je tout à trouve, fait. la notion du charisme, voilà, parce que avec son fameux blazer, là, voilà, du côté français, on pourrait penser qu'elle n'a pas de charisme. Bien, alors c'est parti. La question posée du jour, c'était par rapport à la succession et à la fin de pouvoir au poste de chancelière d'Angela. Un chrétien devrait-il être fan d'Angela ? Donc on a posé sur la table un certain nombre d'arguments. Si on refait un peu le tour, nos échanges ont influencé éventuellement notre position de départ. Je ne sais plus dans quel sens c'était tout à l'heure, c'était Thierry. Je vais être plus succinct qu'au début. Ma position a un peu changé, même si je reste toujours accroché sur ce mot fan. Ma position a encore changé, a changé. Oui, dans le sens où nos échanges m'ont permis aussi de... Je pense qu'on on aurait pu dire plus de choses, mais on a réussi à voir le bon, le moins bon et la rattacher. Je pense que oui. Allez, je vais aller sur le oui. J'ose. Même si, comme j'ai expliqué, j'avais pas un avis négatif sur elle et j'étais pas en mode, ben non, on ne doit pas l'espérer, on ne doit pas être fan. Mais je penche encore un peu plus vers le oui maintenant. Très bien, merci. Eh ben, ma Anita. position a évolué également, et un peu dans le même sens, en disant, là où j'hésitais sur le mot fan, et bien sûr il est un peu excessif quand même, je me rapprocherai plus du côté fan, effectivement. Voilà. Eh ben dis donc, Thierry, Cédric. Oui, je fais la totale. A, B, C, D. Je me dis que contrairement à nos tests d'allemand qu'on a fait en début d'émission, je pense qu'on peut aussi se sentir un peu plus fan des Allemands. Pour avoir porté et supporté un chancelier au charisme moins flamboyant, mais quand même avec une efficacité et des valeurs qui sont très lisibles. Très bien, merci. Voilà, alors vous qui nous écoutez, qui nous regardez, c'est le moment de la fin, donc on vous laisse vous interpeller. Tiens, c'est intéressant. Est-ce que je peux être fan d'Angela ? Mais plus profondément, on a dit que ça interroge un petit peu notre représentation
d'un chrétien qui aurait des responsabilités, notamment politiques. Est-ce que forcément, si on est au pouvoir, et très très haut avec Angela, on doit faire une croix sur certaines valeurs, et en même temps, il y a un réalisme et aussi une acceptation à lâcher prise, comme quoi nous vivons dans un monde qui globalement n'est pas régi par des valeurs chrétiennes, et c'est OK comme ça. Donc c'est aussi ce genre de questions avec lesquelles on souhaite du coup vous laisser. Voilà, le temps de nous retrouver pour une prochaine émission. Voilà, merci à toute l'équipe, super. Wir schaffen das. Eh ben oui, Allez, comme tu c'est le parti. dis. À bientôt. On chauffe bien là. Au revoir. Au revoir.